de Paris a débouté l'État du Sénégal qui réclame la confiscation des appartements de Karim Wade et de Bibo Bouchi situés dans le 16e arrondissement. Les libéraux crient victoire et précisent que cette décision prouve l'innocence de l'ancien ministre d'État. Toutefois, le porte-parole du gouvernement relativise et déclare que cette décision du tribunal de Paris ne conteste pas la culpabilité de Wade fils. C'est l'affaire d'Ibrahim Fall. Le procureur de la République du Sénégal avait saisi la justice française concernant la saisie des biens de Karim Wade. Le tribunal de Paris n'a pas donné suite à cette requête, décision que le pouvoir et l'opposition apprécient à sa juste valeur. Vous savez que la France est un pays libre avec une justice indépendante et souveraine qui a statué sur une requête de l'État, une demande de l'État et qui s'est prononcée pour dire ce que les juridictions françaises ont dit et ce que les Sénégalais avaient dit et pensé depuis le début. La France a sa propre souveraineté judiciaire, comme le Sénégal a sa souveraineté judiciaire. Mais dans le cas d'espèce, le tribunal français a déclaré recevable en droit la requête du Sénégal, mais l'a rejetée quant au fond, au motif que le délit d'enrichissement illicite n'existe pas dans leur code pénal. Les libéraux jusque-là convaincus que Karim Wade est victime d'un procès politique pour le camp du pouvoir. Il en est rien. Lui, il faut qu'il sache les fonctions qu'il occupe et qu'il sache que Macky Sall et son régime ont été élus pour parler, agir au nom de l'intérêt du Sénégal. Et qu'à force de vouloir fermer les yeux ou garder des œillères, on compromet l'intérêt de notre pays. Elle est établie par les juridictions sénégalaises. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour nos juges, pour m'amuser à souiller leur honorabilité. Le Sénégal est remarquable de par le monde par la qualité de ses magistrats. Donc il y a certains propos que j'estime pas du tout corrects à leur endroit. Et la culpabilité de Karim Wade n'est plus en question. La décision du tribunal de Paris ne disculpe en rien Karim Wade, condamné à rembourser plus de 100 milliards, selon le porte-parole du gouvernement. Un faux fuyant, rétorquent les libéraux qui parlent d'énième revers du pouvoir. Politique toujours, la jeunesse pour la démocratie et le socialisme invite la direction du PS à retirer les ministres socialistes du gouvernement. Elle compte lancer une pétition pour demander aussi le retrait du parti de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ses membres ambitionnent de conduire leur propre liste aux législatives. La JDS dénonce également la sortie du Premier ministre sur l'affaire du pétrole au Sénégal. Abigay a pris part à la rencontre. La jeunesse pour la démocratie et le socialisme souhaite le retrait des ministres socialistes du gouvernement, ceci dans l'optique de conduire sa propre liste aux élections législatives. La jeunesse pour la démocratie et le socialisme appelle la direction du parti à retirer les ministres socialistes du gouvernement. Nous allons, dans les prochains jours, organiser une pétition nationale pour demander la démission des ministres socialistes du gouvernement. La campagne de cette pétition sera lancée le 1er octobre prochain, le samedi prochain, à Thiès. Nous appelons les militants socialistes à signer cette pétition. La JDS appelle le parti à quitter la coalition Benno Bokk Yakaar afin de conduire sa propre liste aux élections législatives. Les jeunes socialistes jugent par ailleurs que le gouvernement est incapable d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur l'affaire Petro-Tim. Le gouvernement actuel est éclaboussé par l'affaire Petro-Tim. Il est incapable d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Le Premier ministre a convoqué une grande messe, une grande conférence de presse pour ne rien dire, ne rien faire, pour ne rien éclairer, ne rien ajouter. Ce fut une grosse farce, une comédie politique de mauvais goût. Il aurait fallu se taire. À la place, le Premier ministre a choisi des menaces,
et des intimidations. La JDS préconise l'organisation d'un conclave national qui devra réunir toutes les sensibilités du parti sans exclusive. Cette rencontre aura pour mission de recoller les morceaux, mais également mettre le parti en ordre de bataille pour les conquêtes futures. Le mouvement Macky Mon Junior, Horizon 2019, charge les détracteurs du président de la République. Ses membres se disent prêts à accompagner le chef de l'État pour sa réélection lors de la prochaine présidentielle. Et pour ce faire, ils comptent jouer leur partition en vulgarisant les réalisations du gouvernement, surtout dans la ville sainte de Touba. Binta Kane est la chargée de communication du mouvement. Elle s'exprime au micro d'Ibrahim Fall. C'est des jeunes qui sont pour la plupart des cadres, qui sont en activité, qui sont en entreprise, des responsables d'entreprise. Alors, c'est des jeunes qui sont conscients que le développement du pays doit passer par nous. C'est notre devoir de citoyenneté. Donc à l'origine, c'est un mouvement qui œuvre pour le développement du pays, mais aussi pour accompagner le président de la République dans sa mission qui est donc d'apporter, de rendre le pays émergent, mais aussi pour sa réélection. Parce que nous, comme on a appelé le mouvement Macky Mon Junior, alors nous, ce qui importe pour nous, c'est le Sénégal. Le Sénégal est dirigé par le président Macky Sall, donc bien entendu, Sénégal Mon Junior, Macky Mon Junior. Donc ça, c'était juste pour revenir là-dessus. Et pourquoi Touba aujourd'hui? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, à l'image de notre président, nous préférons parler peu et bien. On a eu des critiques, des affirmations qui ont été faites sur les réalisations du président à Touba. Il fallait vraiment que nous puissions donc répliquer et puis vous apporter des éclaircissements sur les chiffres et sur les réalisations du président à Touba. Le chapitre judiciaire, le syndicat des travailleurs de la justice fait encore parler de lui. Ses agents ont décidé de boycotter les salles d'audience et autres à partir de ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. 3 jours de grève pour décrier les conditions de vie précaires des travailleurs de la justice. Selon le chargé de communication du Sud-Just, le ministre de la fonction publique fait preuve de manque de considération à leur égard. Le sujet est signé Kodendjaï. Le Sud-Just a encore remis ça. Le syndicat des travailleurs de la justice a de nouveau décrété 72 heures de grève à partir de ce mardi. Selon le chargé de communication du syndicat, le ministre de la fonction publique n'est pas dans les dispositions de satisfaire leurs doléances. Madame le ministre de la fonction publique ainsi que son directeur général ont de manière unilatérale affirmé dans la presse, sans aucune restriction, que le Sud-Just n'était pas convié à ces rencontres. Cela dénonce certainement d'un manque de volonté réelle pour venir à bout des problèmes de la justice. Il y a eu des remous dans les prisons du Sénégal, particulièrement à Rebeuss. Alors tout cela a ces caractéristiques du malaise que nous vivons dans les juridictions. Les travailleurs dénoncent leurs difficiles conditions de travail, ce qui entrave le fonctionnement de la justice. Aujourd'hui, si vous vous rendez à l'intérieur du Sénégal, dans les juridictions du Sénégal, vous pourrez de visu constater qu'il y a de réels problèmes liés au manque de moyens. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles dans les juridictions. Parfois, il faut le rappeler, dans la justice, il y a des problèmes qui sont liés au délai. La célérité est une donnée essentielle dans l'œuvre de justice. À cause de ce mouvement de grève, ce citoyen n'a pas pu avoir accès à ses papiers. Je suis venu chercher des papiers depuis 1 mois que je dois avoir ce papier-là, mais je ne peux pas. Je suis en grève encore pour je ne sais pas combien de temps. Oui, on en a marre de ça. Le Sud-Just en est à son 4e plan d'action. Il ne compte pas baisser la garde tant que le gouvernement continue de faire la sourde oreille face à leurs revendications. Affaire Ibrahim Fall, l'autopsie livre ses secrets. Le détenu a été tué par balle lors de la mutinerie de Rebeuss. Les jeunes de Guinaw Rail Nord exigent que le corps de la victime soit remis à sa famille. Ils indiquent qu'ils veulent être édifiés sur l'identité de la personne qui a tiré sur Ibrahim Fall. Voici leur porte-parole, Lamine Faye, au micro d'Abdoulaye Wanyanga. Depuis une semaine, on est en train de rechercher notre corps, mais jusqu'à présent, on ne trouve rien. Mais je parle avec le président de la République, surtout le ministre de la Justice, Maître Sidi Kaba. Nous parlons aujourd'hui avec le ministre de la Justice. Quand l'autre jour là, on a attrapé notre frère là, on t'a amené à 100 mètres, en même temps on l'a tué. Mais ça c'est très dur. On voulait trouver notre corps, mais les gars, il faut que nous disions qui a tué Ibrahim Mbaw et pourquoi il tue Ibrahim Mbaw. Parce que Ibrahim Mbaw est un travailleur
est un ventilateur. En même temps, est un soutien de famille. Il a laissé un gosse de 6 mois avec sa mère et sa femme et ses frères. C'est lui le soutien de famille. Mais on a tué le soutien de famille. Mais à l'heure là. Mais ici c'est très facile. Mais ailleurs, ce sera le... Ailleurs, ça doit être clair, Inch'Allah. Je vous le disais en titre, plus de 3000 personnes tuées par des armes légères entre 2004 et 2014 en Afrique de l'Ouest. Une bonne partie de ces armes circulent aujourd'hui dans le continent noir. Les chiffres avancés par un expert du Centre de politique de sécurité de Genève. Le nouveau traité sur le commerce d'armes contribuera à lutter contre le trafic et la vente illicite de ces instruments. Un cadre d'échange s'est ouvert ce lundi pour mieux outiller les fonctionnaires civils et militaires sur cet accord. Les précisions de Ndeye Fatimlo. Le Sénégal est le premier pays à ratifier le nouveau traité du commerce d'armes. Il vise, entre autres, à régulariser le marché, lutter contre le commerce d'armes illicites et la prolifération des armes légères. Pour que les exportateurs soient responsables et ne vendent pas des armes quand ils savent que ces armes vont être utilisées pour commettre des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ou des violations des droits humains. Et deuxièmement, pour favoriser une coopération internationale dans la lutte contre la prolifération illicite, donc dans le commerce illicite des armes, dans le détournement des armes. Plus de 8 millions d'armes légères de petit calibre sont en circulation en Afrique. Seuls les 1/3 sont entre les mains des forces armées et policières, le reste entre celles du privé, ce qui rend plus difficile leur contrôle. Les armes légères et de petit calibre ont tendance à proliférer, surtout à aboutir dans des mains évidemment de groupes armés terroristes ou criminels. En Afrique, on estime peut-être à plus de 100 ou 150 millions le nombre de ces armes qui sont en circulation. Et encore une fois, c'est très difficile à savoir puisque vous pouvez avoir aussi une production artisanale. Il faut savoir qu'on produit chaque année 14 milliards de munitions, de quoi tuer la population mondiale 2 fois. La traçabilité pourrait y remédier. Elle permettrait d'identifier et de quantifier ces armes. Tant que ces armes en fait, ne laissent pas une certaine traçabilité, il est extrêmement difficile de pouvoir les quantifier pour pouvoir en fait, savoir le nombre exact. Toutes les nations ont l'obligation de se plier à cette politique-là de manière à ce qu'au finish, on puisse donc d'abord identifier les armes qui passent entre les mains des forces de défense et de sécurité, mais aussi d'autres services. Et dès que nous passerons à la traçabilité, donc au marquage de ces armes-là, nous pourrons donc à chaque fois que ces armes échappent, en tout cas donc, à un système ou à un autre, de pouvoir la suivre, savoir entre les mains de qui elles sont. Cet atelier de 2 jours va permettre de former des fonctionnaires civils et militaires sur ce nouveau traité du commerce d'armes, un traité qui fixera les règles de bonne conduite pour freiner le trafic et la vente illicite d'armes. Allons à Mbour, le préfet a décidé d'arrêter le Kankourang et toute autre manifestation connexe. Cette mesure de Sayer Ndao est motivée par les affrontements qui ont éclaté dimanche entre Selbé de la collectivité Mandeng et ceux du vieux Ibrahima Cissé. Bilan, plus de 15 blessés, dont certains graves, situation que le préfet juge anormale. Dans un état de droit, Sayer Ndao réagit au micro de Mamadou Diop. Ce qui s'est passé hier, c'est des actes d'indiscipline et de vandalisme. Ce qui a été vécu hier par des jeunes qu'on dit appartenir à la collectivité Mandeng. Oui, apparemment, bien sûr, quand il y a jet de pierre, échange de coups, il y a des blessés, bien sûr, mais je ne peux pas actuellement vous dire le nombre. Donc, ce qui m'avait motivé ma décision d'interdire le Kankourang. C'est cette décision que j'ai reprise à partir de ce matin. J'ai pris l'arrêté d'interdiction totale du Kankourang et de toutes les autres manifestations afférentes sur toute l'étendue du département de Mbour. Et ça, dans le premier arrêté, j'avais dit jusqu'à nouvel ordre, mais cette fois-ci, j'ai dit désormais, et c'est catégorique. Je pense qu'il y a lieu quand même de restaurer l'autorité qu'il faut dans ce pays-là, mais surtout dans cette ville de Mbour où chacun veut faire ce qu'il veut. On ne l'acceptera pas. Nous sommes dans une ville qui est développée. Mbour ne peut plus contenir ce Kankourang. Et il est impossible qu'on tienne en otage les populations un dimanche du mois de septembre. Ce n'est plus possible. Et je pense que cette décision que j'ai prise cette fois-ci pour mettre fin au Kankourang, je ne suis pas prêt pour le moment à y revenir. Ça, c'est sûr. Mais j'ai une décision ferme que je vais continuer avec cette activité-là. Je n'interdis pas la pratique des traditions, des us et coutumes, mais quand même, sur la voie publique, on a notre mot à dire parce que cette responsabilité nous revient. Ça, c'est clair et nous l'assumerons. Ce qui est sûr, une partie des blessés
qui sont certainement allés prendre des soins, on peut les identifier. Ces gens-là sont déjà un repère ou bien quelque chose avec qui on peut démarrer pour pousser l'enquête et voir réellement ce qu'ils ont été à l'origine de ça. Et l'appel que je lance à tous les parents qui ont leurs enfants dans les LEL, vous savez, les LEL, les enfants sont guéris depuis longtemps. Ils n'ont qu'à aller récupérer leurs enfants. Parce que depuis ces actes qui ont été perpétrés, nous allons prendre nos dispositions. Nous allons investir les LEL, traquer les délinquants qui sont là-bas et les remettre à la justice. Parce que ce qui a été fait hier, c'est des actes de délinquance et de vandalisme, il faut le qualifier comme ça. Voilà les faits. Et ces délinquants, il faut qu'on les... Le tourisme à l'honneur ce mardi. Cette journée célébrée à l'échelle mondiale vise à relever les défis les plus urgents pour la réalisation des objectifs de développement durable. Le thème retenu cette année, promouvoir l'accessibilité en faveur d'un tourisme pour tous. Quel défi pour le Sénégal? Objectif, faire du tourisme l'affaire de tous. Les différents acteurs se sont penchés sur les véritables difficultés du secteur et les mécanismes à mettre en place pour un tourisme émergent. Lucina Sagna. Promouvoir l'accessibilité en faveur d'un tourisme pour tous, qui est le défi pour le Sénégal. Voilà sur quoi notre pays a choisi de discuter en relevant les défis pour permettre à tout le monde de bénéficier du tourisme. En ce jour dédié au tourisme sur le plan mondial, le Sénégal fait l'état des lieux. En tout cas, notre objectif, c'est de pouvoir réfléchir à réduire au mieux les inégalités d'accès aux produits touristiques. Le tourisme sénégalais, après des années de développement assez important, a connu un ralentissement ces dernières années. Ceci est dû principalement à la dernière actualité que nous avons tous suivie. Il y a eu la maladie à virus Ebola, il y a eu la menace sécuritaire au niveau de notre sous-région, même si le Sénégal, nous rendons grâce à Dieu, jusqu'à présent n'a pas été l'objet d'événements malheureux dans ce domaine-là. Toutefois, ça a déteint sur les arrivées touristiques qui ont quelque peu décliné. Mais depuis 2015, grâce aux efforts importants du gouvernement, sous la guidée du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, avec des mesures fortes qui ont été prises, notamment en ce qui concerne la baisse des redevances aéroportières pour réduire le billet d'avion, la suppression du visa payant et d'autres mesures qui ont été prises. Nous constatons tout de même une relance au niveau des arrivées. Nous nous en félicitons, mais ça ne nous empêche pas de mettre en œuvre tout de même une politique plus agressive. Cette journée est alors une occasion d'interpellation pour les personnes à mobilité réduite afin que les acteurs du tourisme puissent intégrer leurs conditions physiques dans les sites d'accueil. Et on peut constater que des personnes à mobilité réduite qui constituent 15% dans l'échiquier mondial et au dernier recensement au Sénégal 5,9%, quand même sont laissés en rade dans beaucoup d'activités, hors de beaucoup d'activités concernant le tourisme, les voyages, que ce soit des voyages d'affaires ou de loisirs tout simplement. Au niveau des hôtels, vous avez aussi le confort, parce que vous avez entendu parler tout à l'heure les conditions difficiles au niveau des hôtels. Malheureusement, dans beaucoup d'hôtels, c'est dans très peu d'hôtels que je peux aller et avoir ce dont j'ai besoin, être à l'aise, mais ce n'est pas tout à fait ça. Parce que il faut tenir compte de l'espace dans les chambres, il faut tenir compte de l'espace et du mobilier dans les chambres et dans les toilettes aussi, parce que quand on voit que dans les toilettes il n'y a pas des barres d'accoudoir où des personnes peuvent se retenir pour pouvoir se déplacer et voilà, prendre leur douche et autres. Et il y a aussi l'aspect sécurité dans les chambres dont il faut tenir compte. Et tout cela manque malheureusement aux hôtels du Sénégal. Le Sénégal compte 740 réceptifs, 34 062 lits, 365 licences d'agences de voyage et 531 guides touristiques, dont 21 titulaires. Des offres que notre pays veut améliorer à l'horizon 2018 avec 15 000 nouveaux lits et 10 000 réceptifs. Nous changeons de registre. Les exportations de produits agricoles se portent bien au Sénégal. Elles ont rapporté plus de 350 milliards de francs CFA. Assurance de la direction de l'analyse et de la prévention, de la statistique également agricole. Le document a été présenté ce lundi lors de la revue annuelle conjointe du secteur agricole. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a présidé la rencontre. Les discussions devraient aboutir au renforcement de l'engagement des différentes parties prenantes. C'est un travail de Mansour Sow.
L'exercice consiste à faire le bilan, voire la revue annuelle conjointe du secteur agricole au Sénégal, deuxième du genre. Après 2015, l'évaluation des politiques agricoles permet d'apprécier les efforts consentis dans ce secteur, mais aussi de lever les goulots d'étranglement pour l'atteinte des objectifs inscrits dans le plan Sénégal émergent. Cette revue consiste à analyser d'abord tout le processus dépassé, à analyser tout ce qui est réalisation, à analyser tout ce qui est manquement et donner de nouvelles directives pour la nouvelle étape à franchir. Aujourd'hui, nous allons faire le point, mais le point va nous servir aussi d'une disposition prospective et nous allons continuer à regarder aussi la mise en œuvre, donner nos points de vue à mi-parcours et être demain autour d'une disposition concertée. Cette rencontre est l'aboutissement d'un processus inclusif et participatif rendu possible par la DAPSA, la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles. Aujourd'hui, des chantiers axés notamment sur la réforme de la filière arachidière, la sécurisation des investissements, la mise en place des chambres d'agriculture sont autant de défis à relever. Il faut qu'on sécurise l'investissement privé. Et dans le cadre de la sécurisation de cet investissement privé, il faut que nous revisitions les fondamentaux de la gouvernance du foncier dans notre pays. Il a identifié des chantiers très importants comme la réforme du foncier et nous pensons que c'est un chantier très important. Je crois que tout le monde est d'accord et nous attendons la nouvelle loi sur la réforme foncière. Ces échanges ont vu la participation du secteur privé, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Les discussions devront contribuer à l'atteinte des résultats comme l'engagement renforcé des parties prenantes dans la mise en œuvre des politiques agricoles et le partage d'une vision commune sur les mécanismes de mesures phares pour développer le secteur agricole. L'excision interdite au Sénégal depuis 1999, toutefois, la pratique perdure dans les régions de Kolda, Matam et Tambacounda, ainsi que Sédhiou, une situation qui s'explique par le fait que cette mutilation génitale se fait clandestinement. Former les jeunes à utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer cette pratique pourrait être une solution. Les différents acteurs se sont réunis ce matin pour mener le plaidoyer afin de les sensibiliser sur la résolution plutôt 69-150 interdisant l'excision dans le monde, nous dit Ndeye Fatimlo. Plus de 100 millions de femmes et jeunes filles ont été excisées à travers le monde. 30 pays d'Afrique la pratiquent pour des raisons liées à des croyances religieuses, culturelles et traditionnelles. Au Sénégal, la tendance a nettement diminué. 6176 communautés ont abandonné la pratique de la mutilation génitale féminine. Il y a des régions dans lesquelles cette pratique est très pratiquée. Tamba, Kolda, Kédougou et ainsi de suite, où on a des taux qui vont souvent jusqu'à 81%, 86%. Les dernières statistiques montrent que le taux qui était de 25% en 2012-2013 est passé à 16,9% en 2013-2014. Il y a 6176 communautés au Sénégal qui ont déclaré avoir abandonné l'excision contre 5900 et quelques en 2014. La loi 9905, adoptée par le Sénégal depuis 1999, reste timidement appliquée du fait de l'absence de dénonciation de la part des communautés. Il s'y ajoute de nouvelles formes apparaissent telles que l'excision au berceau. Pour que les officiers de police judiciaire et autres acteurs de la justice puissent vraiment jouer leur rôle, il faut qu'ils soient au fait des choses. Malheureusement, cela ne se passe pas comme ça. Nous n'avons pas la culture de la dénonciation. Et surtout quand il s'agit de dénoncer un proche parent, quelquefois ça pose problème. Et il y a aussi les nouveaux phénomènes, l'excision au berceau et la médicalisation de la pratique. Pour y remédier, de nombreuses stratégies ont été mises en place pour, entre autres, former les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux afin qu'ils puissent dénoncer cette pratique à travers des posts. Ils ont été formés sur comment faire pour poster rapidement des images ou bien poster des messages afin que les autorités soient au fait de ce qui se passe et de pouvoir agir. Il y a aussi des activités de sensibilisation, il y a aussi des activités de plaidoyer qui se font auprès des autorités.
Chaque année, des millions de femmes sont atteintes d'infections, de douleurs atroces pendant les rapports sexuels ou en urinant, de fistules obstétricales, entre autres, parce qu'elles ont été excisées. L'UNICEF et l'UNFPA collaborent avec le gouvernement du Sénégal pour que plus aucune femme ne soit mutilée génitalement. La dernière page de ce journal, Tigo Sénégal et ses partenaires viennent de lancer la 3e édition du prix de l'innovation numérique, un programme de soutien à l'entrepreneuriat social qui met le numérique au cœur de l'innovation et du développement social. Ainsi, 2 lauréats seront récompensés à hauteur de 12 millions de francs CFA. Toutefois, la motivation, l'engagement et la créativité dans le domaine digital seront des facteurs déterminants dans le choix des projets. Plus de détails avec Adiara Sissé. 20 000 $, soit 12 millions de francs, tel est le chèque que les heureux gagnants du prix de l'innovation numérique édition 2016 vont recevoir pour que leur projet puisse voir le jour. Conscient de l'étendue de la fracture numérique au Sénégal, Tigo, en partenariat avec la fondation Reach for Change et Facebook, compte rénover et apporter un soutien financier et un appui technologique aux jeunes Sénégalais. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées très ingénieuses, qui ont envie d'aider la communauté. On sait qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un peu la porte vers un nouveau monde pour apprendre, pour s'informer, pour se développer. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas de soutien. Alors nous, c'est notre manière à nous de pouvoir les inviter à venir, à essayer, et peut-être qu'ensemble, on pourra cheminer et aboutir à quelque chose pour la communauté. À travers cette 3e édition, les promoteurs visent à encourager l'entrepreneuriat social et souhaitent participer activement à l'essor du numérique, un facteur clé de développement socio-économique des communautés. On sait combien c'est difficile d'avoir du sang, c'est pas seulement au Sénégal mais aussi dans d'autres pays. Donc avoir cette application qui permet de collecter une base de données donneurs de sang peut rendre plus réactif, peut aider à être plus réactif lorsqu'il y a un souci et sauver des vies. On a aussi parlé du projet de cybercase. Dans des zones enclavées, des zones reculées, il n'y a pas forcément d'internet, alors qu'on sait qu'avec l'internet, les enfants peuvent apprendre. Et depuis que nous avons lancé la phase pilote déjà avec le Centre national de transfusion sanguine, nous avons eu à toucher plus de 8000 donneurs de sang. Et aussi à travers notre page Facebook, nous avons 10 000 followers qui sont sensibilisés chaque jour sur le don de sang. Depuis 2014, Tigo et l'ONG Reach for Change ont initié le concours Tigo Digital Change Maker Award à travers toutes ces opérations en Afrique afin de contribuer à faciliter l'accès à l'Internet et aider les entrepreneurs sociaux à devenir des leaders du changement digital sur notre continent. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. Dans un instant, vous aurez BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Asalaamaaleykum Sénégal, maître Assane Dioma Ndiaye, président Ligue sénégalaise des droits humains, avocat à la cour, bokk ci kuréel aussi yu àddina bi yu bëri tey may ganu Modou Mbacké ci émission bu mag bi diisu fas yéene waxtaan ak moom ci doxaleenu réew mi tey ak xëy na question yi nga xam ne ñëpp a ngi koy laaj seen bopp ak lan laa jàpp ne daal suñu réew bu ko defoon wala bu ko doxalee xëy na mooy gën ci doomu aadama yi ba xëy na li nga xam ne moom la ñu yéene suñu réew suñu borom jagleel ñu ko ci ay gëneel mu doon loo xam ne dina mun a daal doon loo xam ne dina jëmale suñu réew ci kanam jërëjëf. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour BBC Info. Voici les titres de cette édition.
9 ans de prison pour avoir détruit des mausolées protégés à Tombouctou. La CPI a choisi une peine exemplaire pour le djihadiste Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Ali Bongo prête serment au Gabon pour un 2e septennat. Il espère tourner la page des violences post-électorales. Hillary Clinton et Donald Trump à couteau tiré pour le premier débat présidentiel aux États-Unis. Aucun des deux candidats n'a véritablement achevé son adversaire. C'était un verdict très attendu.